sympathiques abonnés qui me demandent régulièrement où en est le deuxième épisode du fusil d'assaut SIG 510. Bon, tout simplement, la vidéo est pratiquement terminée, mais je n'ai pas pu faire les essais en extérieur et je voulais la rajouter à l'épisode 2. Donc dès que la météo se calmera un peu dans le sud, parce que là en ce moment c'est la pluie et le vent, et quand c'est pas les deux d'ailleurs, donc dès que j'ai une météo favorable, je sors le deuxième épisode sur le site. Mais en attendant, je voudrais vous présenter une collection de petites armes que l'on appelle les bulldogs et les vélodogs, on va les voir un peu dans le détail. Ces petites armes arrivent un petit peu par hasard, enfin quand je dis par hasard, c'est pas vraiment par hasard, parce qu'il existait déjà des armes, des revolvers. Webley avait déjà sorti en 1868 son Webley Ric, qui est un gros revolver, avec un calibre de 45. Mais ces petites armes arrivent après, c'est-à-dire pratiquement à la Belle Époque. La Belle Époque, c'est en gros 1879-1914. Donc dans les années 1870, commencent à arriver ces petites armes, d'abord sous la forme du Vélodog, qui va arriver en 1868. Un petit peu, non pas par hasard, mais simplement parce qu'on est à la Belle Époque, donc dans tout ce qui est industriel, tout ce qui est invention, tout ce qui est nouveauté. Ça va du train, en passant par l'électricité, par le téléphone, par le vélo, par la tour Eiffel. Enfin, je veux dire, c'est la Belle Époque, c'est l'industrie, c'est les usines, c'est le travail à la chaîne, bien évidemment. Et cette Belle Époque, elle est un peu particulière parce qu'elle ressemble un peu étrangement à d'autres époques que l'on a pu connaître ou que l'on peut connaître. C'est qu'en fait, il y a une partie de la population qui est assez riche, voire très riche, et l'autre partie qui crève un peu la dalle. Et le phénomène qui s'est passé à la Belle Époque, c'est que les bandes organisées ont commencé à sévir dans toute l'Europe, aux États-Unis bien sûr, mais ça on verra après, mais surtout dans toute l'Europe, en particulier en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. Et l'invention de ces petites armes démarre par ce système-là qu'on appelle le Vélodog, on va le voir tout à l'heure, qui est dans l'histoire que l'on fait circuler, en fait, une petite arme qui doit être utilisée par les cyclistes pour chasser les chiens qui sont un peu récalcitrants, parce que la bicyclette, le vélocipède vient de sortir aussi. Donc ceux qui roulent en vélo, les chiens ne connaissant pas trop cette nouvelle machine, vont commencer à essayer de bouffer un peu les jantes. Donc on leur propose de s'équiper de petits vélodogs avec des munitions, on verra après, qui sont soit avec des ogives en bois, en liège, voire du poivre. Et ces armes-là se développent et font leur chemin jusqu'au jour où on se rend compte que finalement c'est quand même très pratique d'avoir ça, même si on n'est pas attaqué par un chien. Et comme les attaques se multiplient, ne serait-ce que dans certaines grandes villes, en particulier à Paris, à Marseille, à Londres, à Liège, les groupes organisés sont de plus en plus nombreux. On note par exemple à Paris plus de 30 000 membres de gang pour 8 ou 9 000 policiers. Donc c'est pour vous donner un peu les proportions. Ce qui fait que le bourgeois ne veut plus sortir le soir parce qu'il se fait détrousser et c'est de plus en plus compliqué. Et c'est de plus en plus violent, parce que ces bandes organisées sont aussi criminelles. C'est-à-dire qu'on sort facilement le couteau, voire une petite arme, pour arriver à ses fins et pour détrousser le bourgeois. Donc apparaît à ce moment-là une espèce de phénomène d'autodéfense, c'est-à-dire que le citoyen se dit, attention, le gouvernement, l'État n'a plus les moyens de nous protéger, donc il va falloir qu'on se protège. Et arrive toutes ces armes-là qui sont des petites armes, ce qu'on appelle des armes de défense. Et ces petites armes de défense ont une particularité, c'est qu'elles sont microscopiques, en fait. Et c'est vraiment l'aboutissement de la technique, sachant qu'on est en pleine industrialisation, les aciers font énormément de progrès, les procédés de moulage, les procédés de forge. Donc on arrive à sortir des pièces qui sont absolument extraordinaires dans leur taille. On a des formats qui sont, c'est des formats de poche bien évidemment, mais on peut les mettre, on peut les dissimuler un peu partout. Donc c'est la grande mode de ces petites armes. On oublie un peu le vélo, enfin le vélo est à l'origine, si vous voulez, un petit peu de ces petites armes-là. Mais
commence à se développer une industrie. C'est un succès énorme. C'est aussi bien en Belgique qu'en Angleterre, qu'en France, et tout le monde s'y met. Tous les armuriers commencent à fabriquer ces petites armes. Alors les armuriers, voire les horlogers, voire les artisans, enfin ça fabrique un peu dans les caves, dans les greniers, dans les soupentes, ça fabrique de tous les côtés. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'au niveau des qualités, il y a de tout. C'est vraiment, on peut trouver de tout. Au départ, on a la poudre noire. La poudre noire existe depuis le 7e siècle à peu près. C'est ce que les historiens ont retenu. Certains remontent un petit peu avant, 2e siècle, après Jésus-Christ. Mais tout ce qui a pu être retrouvé aujourd'hui, c'est 7e siècle en Chine. C'est le début de la poudre noire, en fait, avec un mélange assez simple, puisqu'on a un charbon de bois, on a un nitrate de potassium, ce qu'on appelle vulgairement le salpêtre, hein, c'est ce qu'on trouve dans les caves, dans les mines, on trouve du salpêtre, c'est cette espèce de poudre blanche. Et du soufre, sachant que le soufre, à cette époque-là, on avait des mines à ciel ouvert, des mines qui donnaient des bagnes d'ailleurs, hein, puisqu'on envoyait les bagnards souvent dans les mines de soufre, et la moyenne de survie était 2-3 ans, quoi, en gros, parce que les masques n'existaient pas. On mélange ça, c'est à peu près les proportions identiques, un tiers, un tiers, un tiers, et on obtient une poudre noire. Alors cette poudre noire, c'est vraiment le tout début des explosions, des lancements de projectiles. Alors les Chinois, ce qu'on a retrouvé, qui date à peu près du 7e siècle, ce sont des petites grenades qui sont fabriquées dans la poterie en fait, hein, c'est-à-dire que ça ressemble à un boulet. À l'intérieur, c'est bourré de poudre noire, et à l'extérieur, ils mettaient une espèce d'amadou qui s'enflammait, qui tenait enflammé. Ils jetaient ça avec des gros gants en cuir, et quand la boule en poterie s'écrasait, elle se cassait, et il y avait une explosion, il y avait un souffle. Après, on sait que la poudre a commencé à évoluer et qu'on a commencé à s'en servir dans les armes. Alors je ne vais pas remonter au début, hein. Il faut que je reste sur une période bien précise, sinon on va y passer 3 heures, et j'aurais pas assez de puissance pour arriver à gérer tout le truc au niveau informatique. Donc partant de là, les premières apparitions se font en poudre noire. Donc on va commencer à avoir au niveau du 6 mm Vélodog, on va commencer par le Vélodog. Alors le Vélodog a une particularité, excusez-moi, celui-là c'est pas un 6 mm, c'est un 6,35. Le 6 il est ici. On va commencer par le 6 mm Vélodog. Alors celui-là a une petite particularité, c'est qu'il pourrait être assimilé à un bulldog. Sachant que la différence entre le bulldog et le vélodog, c'est simplement que le vélodog n'a pas de chien apparent, c'est un système Hammerless, on va voir ça tout à l'heure. Ou 6 mm vélodog, parce que c'est la définition de la munition. Alors le 6 mm vélodog, ça ressemble à ça. Ça a à peu près la même taille que la 22 Magnum. On est à peu près dans les mêmes dimensions, la 22 Magnum étant un tout petit peu plus courte au niveau de son étui, mais les ogives sont pratiquement identiques. Ça c'est une 6 mm Vélodog refaite, hein, récente. Je vais vous montrer une 6 mm Vélodog d'époque. Et au niveau de l'ogive, on est à peu près comme le 22 Lanriff. Ça c'est une ogive de 22 Lanriff. Voilà la 6 mm Vélodog avec son ogive que j'ai sorti ici. Voilà ce que ça donnait. Donc ça, ce sont des ogives des années 1910, avant la Première Guerre mondiale. Donc là, on est en poudre noire. Alors la particularité de certaines armes, et on le voit sur celui-là en particulier, parce qu'on est à la transition entre la poudre noire et la poudre vive, qui va arriver en 1884, inventée par Paul Vieille, et qui sera reprise par Alfred Nobel en 1897 sous une autre forme, c'est-à-dire nitroglycérine et nitrocellulose à peu près proportions identiques. Donc là, on a une particularité sur celui-là ici, c'est qu'on a à ce niveau-là un petit poinçon avec un lion cabré, une barre et marqué dessous PV, qui est en fait le poinçon poudre vive. Donc ce petit vélodog a la possibilité de tirer de la poudre noire et de la poudre vive, parce qu'il arrive après l'arrivée de la poudre vive
en 1884. Là, on est sur du Bulldog 320. 320, c'est le calibre, c'est du 8 mm. Là, on a le poinçon belge de Liège ici, et dessous, le poinçon du fabricant. Donc là, la munition, c'est du 320. Ça, ce sont des douilles qui sont des douilles neuves, hein, qui sont rechargées. L'amorce aussi, et l'ogive a été fabriqué dans un moule. Je vous montrerai ça tout à l'heure, parce qu'on a quelques petits soucis des fois avec les ogives du commerce. Donc là, on est poudre noire complètement, et cette arme ici fonctionne exclusivement à la poudre noire. Donc là, on a un avantage en fait sur le petit Bulldog par rapport au Vélodog, c'est que du fait qu'on a un chien ici, on peut armer. Donc au niveau de la détente qui est ici, on a beaucoup moins d'efforts que sur ce Vélodog ici, par exemple, où là, on a, moi j'ai mesuré sur celui-là, on a 6 kg. Donc vous verrez sur toutes les armes que les micro-armes que je vais vous présenter, vous avez un petit trou qui est ici, qui permet de faire des essais sur des bancs d'essai en bloquant l'arme sur un appareil pour pouvoir tirer sans être à côté de l'arme, pour pouvoir lui mettre derrière le PV poudre vive. C'est les essais de tir. Là, on est en 6,35 Browning. Donc cette munition n'est pas classée en D, mais classée en B. Donc l'arme est classée en D et la munition est classée en B. C'est la particularité de ces petites armes-là avec des munitions d'aujourd'hui. Celle-là étant classée en D, et cette munition poudre noire est aussi classée en D. Donc ça, ce sont des armes qui sont en vente libre, il suffit juste d'avoir 18 ans. À partir de là, les constructeurs et les fabricants et les armuriers commencent à évoluer très très vite en partant d'armes poudre noire, d'armes mixtes poudre noire, poudre vive, et ensuite à passer directement en poudre vive. Et là on arrive avec ce que l'on appelle les Vélodog, système Hammerless, ou aussi on les appelle les bossus, hein, c'était dû à cette forme qui est ici. Donc là, vous n'avez pas de chien, tout se passe en interne ici. Vous avez uniquement la détente pour vous permettre de tirer. Voilà. Je voudrais juste vous faire écouter ce cliquetis là qui est très très important quand vous achetez ces petites armes là. Si un jour vous êtes passionné et que vous avez décidé d'acheter ces petites armes là, alors effectivement on les trouve très très facilement sur internet. Vous tapez Vélodog et vous avez des sites qui sont dédiés à ces petites armes là. Donc là on a le EW24 qui est le fabricant de ces petites armes là qui sont de très très bonne qualité. Je vous ferai voir tout à l'heure les ouvrages qui peuvent être utilisés pour retrouver les fabricants. Vous avez le petit système ici de la sécurité, feu et sécurité. Vous avez la détente dessous. Et vous avez bien évidemment le système qui permet d'éjecter les douilles. Avec le 635, ça ne pose pas de problème, vous ne l'utilisez jamais. Donc ces petites armes-là, quand vous les trouvez sur Internet, généralement, elles sont simplement en vente sur certains sites avec une dizaine de photos. Quand elles sont de bonne qualité, c'est déjà très bien. Mais vous avez vraiment de tout. C'est-à-dire que ça part, si vous voulez, de la fabrication artisanale au fin fond de la Belgique ou de l'Angleterre, jusqu'aux fabricants et armuriers de renom qui font des armes de très très bonne qualité, comme celle-là par exemple. Et quand vous achetez ces armes, la seule chose sur laquelle vous pouvez faire confiance au vendeur qui vous met un descriptif, ne serait-ce que pour les ressorts, hein, là vous avez les cliquetis qui sont extraordinaires.
Mais surtout, ce que vous pouvez vérifier, c'est l'état des vis qui sont sur l'arme. Vous en avez un peu partout. Ici, vous en avez là. Et vous en avez surtout une microscopique qui se trouve ici, qui permet de sortir cette petite plaque que l'on voit ici. Cette petite plaque qui est ici, il est indispensable de la démonter pour pouvoir démonter l'ensemble. On a cette plaque, donc il faut pouvoir démonter cette vis qui est ici. Et ensuite, il faut sortir cette pièce qui est là, que l'on voit ici, qui est retenue sur celui-là par une goupille, pour pouvoir sortir l'ensemble du chien. Sinon, vous ne le sortez pas par le bas. Après, vous pouvez démonter la sécurité, vous pouvez tout démonter. Donc en fait, si jamais vous cherchez des armes, une arme sur Internet, vérifiez surtout les vis. C'est le plus important pour savoir que si l'arme n'a pas été démontée, déjà c'est un moindre mal, parce que vous trouvez énormément d'armes qui sont dans un état lamentable, mais surtout qui ne sont pas remontées comme il faut, parce que vous avez un ressort à ce niveau-là, ne serait-ce que sur les bulldogs ici. Au niveau du barillet ici, vous avez un ressort, et je peux vous garantir que celui-là, si vous n'avez pas vraiment connaissance de la façon dont vous le démontez, je peux vous garantir que c'est une galère. Celui-là est un peu particulier parce qu'il est fabriqué en Belgique, mais en destination de la France. Il a une particularité, en fait, c'est la manufacture de Saint-Étienne, ici, c'est le numéro 5 d'ailleurs, qui donne, et ici on a le poinçon BF, bien faire, et cette arme est fabriquée en Belgique, ça c'est le contrôleur ici, le fabricant belge qui fait son contrôle ici pour la poudre noire, et cette arme est à destination de la France. On a une particularité un peu au niveau de la détente ici, qui est un peu différente des autres, puisqu'elle ne rentre pas complètement dans la carcasse. On a des vis qui sont un peu plus grosses aussi à certains endroits. Mais ça reste une fabrication assez ordinaire, hein. On le voit ici, par exemple. Là, on n'est pas totalement à fleur du tonnerre, alors qu'ici, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que ça, c'est des fabrications qui se font un petit peu en Belgique dans les caves et les greniers et qui sont ensuite assemblées pour partir et être exportées. Sinon, on a des fabrications qui sont excellentes, et en particulier celui-là qui a dû passer plus d'un siècle dans un tiroir et dans sa housse sans jamais en sortir, puisqu'il est neuf. Il a un bronzage parfait et aussi un jaspage. Alors ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais rajouter une petite vidéo pour vous montrer le procédé du jaspage, parce que c'est assez extraordinaire et ça s'est perdu un petit peu aujourd'hui. Et on a une qualité extraordinaire. On a des vis qui sont bleutées ici. On a un chien qui est travaillé par un brossage en écaille de poisson. Et on a la partie où on met le pouce pour armer, qui est en forme de selle de cheval. Et c'est une fabrication qui est assez extraordinaire, parce que ces armes-là étaient destinées à toutes sortes de populations, que ce soit les bourgeois ou les aristocrates. Donc certains avaient ces petites armes qu'ils n'ont jamais utilisées d'ailleurs. Et vous avez dessous des ressorts qui sont bleus électriques. Vous voyez la taille de la vis qui est ici. Donc celle-là, vous avez intérêt à avoir d'une part le bon tournevis et d'autre part être sûr qu'elle est bien dérouillée. Donc là, on est sur du 6 mm Vélodog. On est sur ce type de munition. On peut charger poudre noire et on peut charger poudre vive, puisque lui, il prend les deux. Par contre, poudre noire, vous êtes toujours dans la collection. Poudre vive, vous n'êtes plus du tout dans la même catégorie, puisque poudre vive, ça passe dans la catégorie B, en fait. Donc ce sont des 5 coups. Alors là, c'est pareil. On a, au niveau des ressorts, on a vraiment une qualité extraordinaire, dans tous les sens. Au niveau des calibres, on a pratiquement tous les calibres qui ont existé à cette époque-là. On est parti du 5 mm à percussion centrale pour arriver jusqu'au 45 Colt ou long Colt et 455 Webley. Donc tous ces calibres-là, il y en a à peu près une trentaine, ont été utilisés à poudre noire pour la plupart. Et ensuite, on a commencé à rentrer dans la poudre vive avec justement les fameuses munitions de Browning qui sont sorties, donc aussi bien le 6,35 que le 7,65 qui arrive après.
Et là, on passe directement sur des armes avec des poudres vives et des munitions qui sont beaucoup plus performantes. Sachant qu'on a une grosse différence entre la poudre noire et la poudre vive au niveau de sa puissance. On est 3 fois plus puissant avec une poudre vive, mais surtout, on a aussi un gros avantage avec la poudre vive, c'est qu'on n'a pas le problème de l'encrassement avec la poudre noire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une munition poudre noire, votre douille est remplie complètement, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de vide entre l'ogive et la poudre. Le tout doit être complet, il faut même tasser un petit peu. Il faut éviter, sinon ça peut exploser. Mais ensuite, quand vous avez la réaction chimique qui se produit, vous avez d'une part de la fumée et d'autre part, vous avez des dépôts puisque la poudre va faire à peu près 50% de dépôts solides et en particulier des résidus, enfin c'est entre 40 et 50%, et en particulier le sulfure de potassium qui va être, que l'on appelle couramment la calamine. Donc vous allez avoir des gros soucis de calamine sur vos armes, ce qui veut dire que quand vous tirez à la poudre noire, il faut nettoyer pratiquement immédiatement. Si vous laissez sur les aciers, c'est quand même assez toxique. D'ailleurs, on le voit sur certaines douilles qui ont été tirées. Je peux vous garantir que ça accroche bien. Donc il faut nettoyer. Ça, c'est le gros inconvénient avec la fumée, bien entendu, puisque la fumée, à un moment, sur les champs de bataille, quand on tire à la poudre noire, on n'y voit plus à partir de 2 mètres. Au niveau du rechargement, c'est assez simple aujourd'hui. On trouve tout pratiquement pour recharger ces armes. Alors je ne parlerai pas des armes qui sont avec des munitions en catégorie B, 7,65 ou le 6,35. Celles-là, les armes sont en vente libre, mais les munitions sont classées. Mais pour tout ce qui est poudre noire, ici on a la possibilité de trouver aussi bien les étuis, que ce soit pour du 320, 380 et les autres calibres. Et on trouve aussi du 6 mm pour le Velodog, prêt à être amorcé. Donc c'est de l'amorce très simple, hein, puisque c'est de la small pistol que l'on trouve, que ceux qui rechargent connaissent bien, puisque si on prend de la small pistol CCI, ça marche très bien. Ensuite, poudre noire. Alors bien évidemment, chacun a sa recette, chacun utilise ses poudres. Moi, j'utilise de préférence une poudre suisse, qui est, à mon avis, une des meilleures poudres pour le rechargement de ces petites armes-là, sachant que les Suisses ont une qualité de fabrication, surtout au niveau du grain, en fait. On a quelque chose de très régulier. On a une poudre qui est vraiment absolument homogène, régulière et efficace. Donc moi j'utilise cette poudre-là. Donc en fait vous trouvez les douilles, les amorces et les ogives. Alors au niveau des ogives, pour le 6 mm Velodog, vous allez avoir ces petites ogives-là qui ressemblent étrangement aux ogives d'origine. Vous allez avoir la douille et l'amorce. Remplissage se fait avec ces petits outils qui sont là. Et ensuite, vous avez des outils, alors c'est H&C, je vous mettrai le nom de la société qui vend. Vous avez des outils pour recalibrer, vous avez des outils pour enfoncer l'ogive. Tout se fait manuellement, bien évidemment, et vous avez des outils pour enlever les amorces. Il vous suffit de nettoyer les douilles parce que vous pourrez réutiliser les douilles comme dans du rechargement classique. Donc c'est H&C Collection, je vais vous montrer leur boîte, comme ça vous comprendrez tout de suite, qui fabrique ce petit kit qui permet de recharger pratiquement toutes les armes en poudre noire. Vous allez sur internet et vous trouvez le site très facilement et vous avez tous les outils qui vont avec, et c'est vendu avec avec des douilles et avec des amorces et des ogives. La difficulté que vous pouvez rencontrer, parce que moi je l'ai rencontré sur certains bulldogs, c'est que les ogives qui sont fournies avec le kit, les ogives de 8 mm, c'est pour du 320 bien évidemment, 32 Colt. Le problème des ogives qui sont fournies avec, c'est que là, vous pouvez recalibrer à 7,9, donc ça passe dans vos barilets de Bulldog, mais vous avez ici l'épaulement qui, lui, a un diamètre qui est un peu trop important, ce qui fait que quand vous montez votre ogive sur la douille, vous avez tendance à gonfler la douille, et le résultat, c'est que vous ne pouvez plus la rentrer dans le barillet. Alors, il faudrait retoucher. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, ce que j'ai fait, moi, je me suis inspiré d'un moule existant, en fait, qui est un moule de 7,62 Nagant, que j'ai modifié. Donc, en fait,
l'ogive est exactement la même. Je vais vous prendre une ogive. Voilà, une ogive d'origine, hein, c'est une munition qui n'a pas fonctionné. On en a beaucoup, hein, surtout que c'était de la percussion centrale avec, sans d'amorce, mais avec l'amorçage à l'intérieur. On a beaucoup sur les munitions d'époque, on a beaucoup qui ne fonctionnent pas, hein, parce que la poudre noire craint énormément l'humidité. Donc à partir du moment où moi j'ai récupéré une ogive, j'ai refabriqué le moule correspondant. Donc j'ai pris le moule du Nagant que j'ai rectifié ici, et ensuite j'ai rajouté 2 plaques ici pour pouvoir faire le fameux épaulement, fabriquer le fameux épaulement. Pour avoir quelque chose, si vous voulez, qui va rentrer, mais sans forcément forcer énormément et sans gonfler l'étui. Donc ça va ensuite permettre d'avoir aucun souci avec ces munitions-là dans tous les barilets qui se présentent. Alors ce qu'il faut voir aussi en fait, c'est que dans la série part en 1870 jusqu'en 1914, on va fabriquer et on va fonctionner jusqu'en 1939 puisque ces armes-là vont être des armes de défense jusqu'en 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. La qualité de fabrication était vraiment aléatoire parce qu'on avait une quantité industrielle d'armes qui sortaient sur le marché. Tout le monde ne maîtrisait pas forcément la fonderie. Donc vous avez des armes qui sont de très très bonne qualité au niveau acier. Vous avez par exemple ce 7,65 qui fonctionne très très bien, ces deux 6,35 qui sont ici, et vous avez un exemple qui est là, qui est un 7,65 Browning, et qui n'a pas résisté aux munitions actuelles. On le voit ici, aux essais, il n'a pas résisté à la 7,65 Browning actuelle. Alors, pourquoi il n'a pas résisté? C'est qu'en regardant un petit peu dans le détail, on va comprendre tout de suite ce qui s'est passé, en fait. Ici, on a des poches d'air, en fait, qui se sont formées juste au mauvais endroit, parce que ça, c'est une pièce qui a quand même, qui reçoit un effort, non pas à la compression, mais à l'extension, hein, puisque la douille vient taper à l'arrière ici, sur l'endroit où sort le chien, la douille vient taper ici, et l'ogive rentre dans le cône du canon pour prendre les rayures, donc c'est vraiment un coup de bélier ici, et là on a des trous d'air ici, qui continuent un peu sous le tonnerre d'ailleurs. Donc celui-là n'a pas supporté, il y en a même une fissure ici qui est apparue à partir du moment où on a pratiquement 1 mm, presque 2 mm ici, hein, de casse. Il faut faire attention avec ces petites armes-là, sachant que certaines fabrications laissent à désirer. Donc toujours faire des essais et savoir exactement avec quoi on va fonctionner. Voilà, alors je voulais juste vous présenter les ouvrages ici de quelqu'un que j'ai rencontré. C'est Alain Daubresse qui a fait, alors c'est un Belge, qui a écrit des ouvrages sur ces armes-là, que ce soit les bulldogs et les vélodogs. Et il a fait des livres qui sont assez exceptionnels, en 5 volumes, en prenant par ordre alphabétique tous les artisans qui ont travaillé sur ces armes à l'époque. Alors on en retrouve énormément en Belgique, bien évidemment. Donc ça va de A et jusqu'à R, en fait, et on a 5 volumes, c'est des livres qui sont très très bien faits. On a pratiquement fait le tour, mais je voulais vous présenter ces petites armes-là, sachant que c'est quand même toute une époque, hein, c'est ce qu'on a appelé la belle époque. Donc voilà ce qui s'est passé à cette belle époque, et ben on voulait se défendre, et puis on savait que de toute façon l'État n'avait pas les moyens de défendre la population, donc les personnes se sont mis à trouver des solutions, et bien sûr les industriels ont suivi puisque c'était en pleine expansion, hein, l'industrie partait dans tous les sens. Alors ça, c'est ce qui s'est passé en Europe, à l'Est aussi, tout le vieux continent. En Amérique, ils ne sont pas restés sans rien faire. Et la prochaine vidéo que je vais vous présenter, en fait, je vais vous présenter une arme récente, moderne, qui est une réplique de ce qui existait à l'époque. Et donc les Américains se sont dit, nous aussi, il nous faut des petites armes. Alors, les tailles étaient légèrement supérieures, les formes légèrement différentes, mais le résultat était le même. Par contre, ils se sont dit, je connais un petit peu les États-Unis et les Américains en particulier, pour savoir que généralement ils font pas dans le détail ni dans la dentelle. Donc ils se sont dit, on va fabriquer des petites armes, mais on va quand même pas mettre des petites munitions. Donc on va essayer de trouver la munition qui va bien. Et la munition qui va bien pour les Américains,
ça va être le 357 Magnum ou le 38 spécial. Donc là, ils ne rigolent pas, ils partent avec des petites armes, mais du gros calibre. C'est typiquement US, on fait pas dans la dentelle. Donc celui-là, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, parce que c'est assez intéressant. Quand vous voyez la taille, alors vous pouvez mettre l'index ici, vous pouvez trouver, ce qu'il faut, c'est trouver en fait la bonne accroche, parce que quand vous mettez du 357, il faut quand même bien le tenir. Alors vous avez deux canons, vous avez la possibilité, alors je vous expliquerai tout ça dans le détail sur la prochaine. Évidemment, si je peux faire les essais du fameux SIG 510, je vous le sortirai de toute urgence. Je voudrais vous faire des essais filmés avec ce que j'appelle caméra embarquée, c'est-à-dire que je vais mettre une caméra au niveau de la culasse du fusil, juste à l'arrière de la culasse du fusil, et je vais essayer de la faire tourner au ralenti pour voir un petit peu ce que ça donne, et surtout vérifier un petit peu, mettre des caméras sur les cibles pour vérifier un petit peu les impacts et voir ce qui se passe exactement. Donc dans tous les cas, vous allez avoir cette vidéo, je vous le promets. Je vous dis à très bientôt, c'est moment d'histoire en fait que je partage avec vous, et ça me fait énormément plaisir, et ça me fait aussi énormément plaisir de recevoir des commentaires, certains commentaires qui sont très très sympathiques, qui me remercient. Aujourd'hui, j'essaie de vous faire des vidéos historiquement très précises, mais surtout j'essaye aussi de vous faire des vidéos pour vous montrer des petits objets qui ont vécu, qui ont fait partie de notre patrimoine, qui ont fait partie de notre histoire. Et c'est pas si vieux que ça. On est en 1870, on est en 1914. C'est un siècle et quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'est intéressant de le savoir, parce que je considère que entre ce qui se passait hier et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain, il y a un fil qui est conducteur, qui est à peu près toujours le même. Et des fois, l'histoire, malheureusement, se répète quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau des conflits mondiaux. On a quand même des fois des situations qui se répètent, alors que souvent on dit non, plus jamais ça. Mais en fait, on se rend compte que ça revient. Et tout ça, ça revient d'une façon assez particulière. C'est toujours un problème d'économie. C'est toujours quand les économies sont en panne que les catastrophes arrivent. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé à une époque et de savoir exactement de quoi demain va être fait. La prochaine vidéo, je vous le promets, je vais sortir le SIG 510, il n'y a pas de souci. Celui-là, je vous montrerai un petit peu comment il est fait, et surtout le tir, parce que c'est impressionnant. Et j'ai quelques petits... c'est ma chérie qui m'envoie un texto, excusez-moi. On se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.